matin de France Culture, 8h16. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Nous sommes en compagnie pour cette deuxième partie, en compagnie bien sûr d'Hubert Huertas, de Raphaël Antoven, Marie Darrieussecq et de Brice Couturier qui tient chronique. Et vous nous parlez, Brice, bonjour à vous, de politique énergétique pour introduire l'émission et le débat avec Noël Mamère. Et oui, on a beaucoup critiqué la décision de Nicolas Sarkozy de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partant en retraite, à juste titre. Pourquoi 1 sur 2 et non pas 1 sur 3, 2 sur 5 ou 6 sur 10 ? Pourquoi décider d'un chiffre arbitraire sans tenir compte de la réalité des besoins, des performances respectives des différentes administrations ? Eh bien, face au programme des partis de gauche quant à la production d'électricité d'origine nucléaire, on ressent un peu le même sentiment d'arbitraire et de non prise en compte de la réalité des besoins. Lors des primaires socialistes, on a vu s'affronter Martine Aubry, favorable à l'abandon total de la filière dans un délai de 20 ou 30 ans, et François Hollande qui entend, lui, réduire la part du nucléaire dans la production totale d'électricité de 75%, ce qui est le cas actuellement, à 50% d'ici à 2025. Enfin, EELV, votre parti, Monsieur Mamère, se prononce pour la fermeture progressive des centrales au cours d'un processus qui devrait durer, je cite, entre 20 et 25 ans. Et d'une diminution, j'ai lu ça aussi sur le site de votre parti, d'une diminution progressive de la production nucléaire, moins forte dans les premières années, puis à un rythme soutenu à l'horizon 2020-2032. Voilà qui est précis. Mentionnons enfin la situation délicate dans laquelle se trouve Jean-Luc Mélenchon, personnellement favorable à une sortie du nucléaire, alors que le PCF et la CGT, le PCF principal partenaire de son groupement, est lui viscéralement hostile à cette sortie, la CGT étant, on le sait, un des principaux soutiens de l'énergie nucléaire dans ce pays. Mais Jean-Luc Mélenchon ne manque pas de rappeler que la priorité, il y a peu de temps encore, souvenons-nous du Grenelle de l'environnement, la priorité paraissait être du côté des rejets de CO2. Or, ce sont les énergies fossiles qui sont les responsables essentiels de ces rejets, probables responsables du réchauffement climatique. Et pour être précis, le charbon est la source d'énergie la plus polluante au monde, suivie de près par les dérivés du pétrole, puis par le gaz. Le nucléaire, l'hydraulique et l'éolien ne rejettent pas de CO2. Dans une note publiée cette semaine par la Fondapol, Rémi Prudhomme, son auteur, montre que la production française est l'une des moins polluantes du monde. En termes de rejet de CO2 par euro de PIB, seuls la Suède et le Japon font un tout petit peu mieux que nous. L'Allemagne rejette par euro de production 60% de CO2 en plus que nous. Et la Chine, terrifiant consommateur de charbon, rejette 100 fois plus de CO2 que nous par euro de PIB. Ce pays est devenu d'ailleurs le principal pollueur du monde, ce qui est assez curieux quand on nous dit, aujourd'hui on essaie de le montrer en exemple sous prétexte qu'il y a ici ou là 2 ou 3 éoliennes. Mais il y a encore d'autres critères à prendre en compte que la pollution pour décider d'un mix énergétique dont les coûts de production et l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs ne sont pas les moindres. Alors les coûts de production, ils ont une traduction immédiate du côté du consommateur. Celui-ci paie en France son électricité 2 fois moins cher que son équivalent danois, dont le pays a fait le choix de privilégier l'éolien et le photovoltaïque. En ce qui concerne l'indépendance, évoquons seulement la menace que l'Iran, en ce moment, fait peser sur le détroit d'Ormuz, qu'elle menace de bloquer. La France, écrit l'auteur de la note de la Fondapol, a, je le cite, un taux d'indépendance raisonnable, soit 50% de sa production supérieure à celui de l'Allemagne, qui, quoique exploitant son charbon, dépend largement des approvisionnements russes en gaz. Enfin, l'auteur de la note relève que l'énergie électrique d'origine photovoltaïque et surtout éolienne bénéficie d'une rente dont le coût est répercuté sur le consommateur par EDF. La facture va encore augmenter du côté du consommateur. Alors plutôt que d'aborder la question énergétique à partir de positions idéologiques, ne vaudrait-il pas mieux partir de constats objectifs et chiffrés ? Ça veut dire quoi les constats Noël objectifs chiffrés? Ce que je viens de vous dire, c'est le prix pour le consommateur. Les investissements en amont, c'est la pollution, la mesure de la pollution dégagée par ces différents modes de production d'électricité. Allez, et c'est l'indépendance énergétique du pays. Allez, Noël Mamère. Alors, c'est toujours très intéressant D'abord, première chose et première victoire des écologistes, c'est le fait que la question du nucléaire et de l'énergie n'est plus privatisée par Areva, par EDF et par le lobby du nucléaire, grâce à notre travail depuis près de 35 ans maintenant sur ces sujets, et j'allais dire grâce à l'accident qui a eu lieu au moment de la signature de l'accord entre le PS et Europe Écologie Les Verts, où le lobby nucléaire s'est permis d'intervenir directement et au vu de tout le monde, auprès de François Hollande et du Parti Socialiste. On a bien vu que ce sujet
était plus qu'un sujet idéologique. Et donc, aujourd'hui, il y a la possibilité de débattre dans des radios, dans des télés. Et je l'espère demain, après la victoire de la gauche, devant le peuple français, pour, au bout d'un an, après un vrai débat qui mettra l'ensemble des dossiers sur la table, c'est-à-dire toutes les alternatives possibles au nucléaire, qui, contrairement à ce que vous dites et à ce que dit la fondation Fondapol, qui n'est pas une fondation particulièrement indépendante, puisqu'elle a été créée par M. Jérôme Monod et qu'elle est une fondation qui dépend de l'UMP, la réalité... il est normal que je oppose de l'UMP ici, parce que le débat est contradictoire à la radio. Dites les choses comme elles sont. Fondapol est une fondation qui est un think tank qui dépend d'un parti politique et qui lui-même a ses options. Que je sache, le président de la République, qui est le patron de l'UMP, n'est pas un ennemi du nucléaire. Il s'est même transformé en VRP du nucléaire. Il était allé vendre une centrale nucléaire à une des crapules qui, fort heureusement, a disparu de cette planète. Monsieur Kadhafi, on nous faisait croire que c'était pour désaliniser l'eau de mer. Donc il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Et la réalité, c'est que quand on parle de l'énergie, on ne peut pas parler, parce que poser la question de dire par quoi vous allez remplacer le nucléaire, par les éoliennes et par le photovoltaïque, c'est une mauvaise question qui apporte de mauvaises réponses. La question, c'est de savoir quel est le mode de production, le mode de vie et le mode de consommation que l'on veut aujourd'hui, non pas imposer, parce que l'écologie n'a pas une vocation totalitaire, nous ne sommes pas des écofascistes. Comment on le fait? En acceptant, en franchissant un seuil de tolérance de la société. Et donc ça pose la question de la sobriété énergétique, ça pose la question de l'efficacité énergétique, ça pose la question par exemple de la bagnole. Moi j'avais un maître, j'aime pas beaucoup ça non plus, mais quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans mes engagements, que personne ne connaît malheureusement aujourd'hui. On connaît celui qui, avec lui, était qualifié de personnaliste gascon, Jacques Ellul, parce qu'il a été traduit aux États-Unis grâce à sa rencontre avec Huxley. Alors, je précise qu'il y avait un compagnon de route. 4 bouquins d'Ellul viennent de paraître à la Petite Vermillon. D'ailleurs. Dans l'illusion politique, qui est un livre remarquable. Qui est un livre formidable. Mais il y a d'autres livres formidables. En ce moment, il y a un livre formidable pour tous les journalistes et pour tous les politiques qui s'appelle Propagande. Et effectivement, son livre majeur qui s'appelle La technique ou l'enjeu du siècle, qui a été écrit dès 1953. Il avait un compagnon de route qui s'appelait Bernard Charbonneau et qui, en 1967, il a été réédité chez De Noël, a écrit un livre qui s'appelle L'homme auto. Et il nous expliquait que quand on croit construire des voitures, on construit des sociétés. Et donc le problème que l'on nous pose tous les jours de savoir s'il faut remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques est une question stupide. Le problème de la voiture dans les sociétés modernes, c'est pas de savoir si elles sont remplacées, on remplace le thermique par le solaire, c'est la question de l'usage de la voiture. Et quand on se pose la question de l'usage de la voiture, que vient-il derrière cela? La question de la mixité sociale, puisqu'on relègue des familles modestes loin des centres-villes pour habiter sur des terrains qui avaient une vocation agricole et qu'on a vendu moins cher à des lotisseurs qu'à des agriculteurs, au moment même où on se pose la question de savoir s'il ne faut pas rapprocher la production de la consommation. Donc ça pose la question de la mixité sociale. Qu'est-ce qu'on fait dans les cœurs de ville pour pas chasser les pauvres? Parce qu'après, on devient prisonnier de ces voitures. On fait des tours, alors, parce que la seule façon d'arriver à loger tout le monde dans les centres-villes aujourd'hui et d'éviter cet étalement urbain dont vous nous parlez, ça serait de fabriquer des tours. Parce qu'autrement, on n'a pas d'autre solution. Je vais vous donner l'exemple. Moi, j'habite effectivement très loin de Paris parce que j'ai pas le choix. Parce que vous n'avez pas le choix. Laisser comme d'ailleurs ça a été évoqué par le maire de Paris, la construction de tours dans Paris, et peut-être qu'à ce moment-là, d'une certaine hauteur, et peut-être qu'à ce moment-là, les gens qui habitent dans le suburbain comme moi pourront revenir. D'abord, on aurait peut-être... Vous êtes pour ? Attendez, la question... Mais moi, j'en ai un peu marre de répondre à ces questions simplistes. Et je veux dire, je suis assez atterré de voir quelle est aujourd'hui la simplification du débat politique. Mais écoutez, la noblesse du journalisme, quand je faisais ce métier, et la noblesse de la politique, c'est d'expliquer, c'est de dire que le monde n'est pas simple, qu'il n'y a pas les travailleurs contre les chômeurs, qu'il n'y a pas les travailleurs contre les feignants, qu'il n'y a pas l'islam contre la République, qu'il n'y a pas les Français de souche contre les étrangers, et que le monde est complexe, et que la vocation des journalistes comme des politiques, c'est d'expliciter le complexe. Comment voulez-vous expliciter la complexité du monde dans un reportage d'1 minute 30 dans un journal de 20 heures? Mais il faut le temps, il faut le temps du débat. La possibilité de remonter. Je vais vous donner un exemple. Dans ma ville de Bègles, d'abord je ne suis pas membre du conseil municipal de Paris, je ne suis pas obligé de partager l'avis de tous mes amis. Simplement, je vous donne un exemple, parce qu'il y a des représentations. Dans ma ville de Bègles, il y a un tissu dans une partie de la ville qui est composé d'échoppes, les échoppes des vignerons.
toutes les enquêtes sociologiques ont montré que la densité d'habitants dans les échoppes était supérieure à celle des tours. Donc il faut aussi essayer de renverser les images préconçues. Hubert Huertas. Noël Mamère, je vais nous amener sur le terrain plus proprement politique. Vous avez dit tout à l'heure, et c'est la réalité, nous avons remporté une grande victoire politique parce que, les mots que vous avez utilisés, la question du nucléaire n'est plus privatisée. De fait, cette question, elle est maintenant, c'est une question publique. Les questions d'environnement sont des questions absolument publiques. Donc il y a une victoire politique. Et en termes de sondages et de tendances dans des sondages concordants, vous en êtes à 3%. Comment ça se fait? Vous êtes vraiment mauvais politiquement? Non, je ne suis pas sûr que ce soit peut-être... Noël Mamère. Oui, on est 8h27 les matins. Bien sûr je suis peut-être un peu abrupt. Non, pas du tout, c'est normal, c'est la règle du jeu. Les écologistes ont toujours essayé de répondre d'une manière franche à des questions qui peuvent être abruptes ou franches. Pour répondre à Brice qui vient de faire son papier, je pense que sur la question de l'énergie et du nucléaire, il faut dire que ça coûte aussi cher d'en sortir que d'y rester. Donc c'est ça le problème. Et une fois qu'on a fait ce constat, on dit: est-ce que l'on va mettre des centrales nucléaires qui ont déjà bientôt 40 ans en soins palliatifs et laisser le soin de règlement de cette question à nos enfants, à nos petits-enfants, ou est-ce qu'on s'engage dès maintenant, plutôt que de dépenser 6 milliards dans un EPR qui ne marchera jamais, qui est estimé à 2 milliards, est-ce qu'on n'investit pas cet argent public, parce que ce sont vos parents, mes parents, vos grands-parents, mes grands-parents qui ont payé les centrales nucléaires, parce que c'est de l'investissement public. Est-ce qu'on le fait sur 5 ou 6 sur 10? Pourquoi décider d'un chiffre arbitraire sans tenir compte de la réalité des besoins, des performances respectives des différentes administrations? Eh bien, face au programme des partis de gauche quant à la production d'électricité d'origine nucléaire, on ressent un peu le même sentiment d'arbitraire et de non prise en compte de la réalité des besoins. Lors des primaires socialistes, on a vu s'affronter Martine Aubry, favorable à l'abandon total de la filière dans un délai de 20 ou 30 ans, et François Hollande, qui entend, lui, réduire la part du nucléaire dans la production totale d'électricité de 75%, ce qui est le cas actuellement, à 50% d'ici à 2025. Enfin, EELV, votre parti, Monsieur Mamère, se prononce pour la fermeture progressive des centrales au cours d'un processus qui devrait durer, je cite, entre 20 et 25 ans. Et d'une diminution, j'ai lu ça aussi sur le site de votre parti, d'une diminution progressive de la production nucléaire, moins forte dans les premières années, puis à un rythme soutenu à l'horizon 2020-2032. Voilà qui est précis. Mentionnons enfin la situation délicate dans laquelle se trouve Jean-Luc Mélenchon, personnellement favorable à une sortie du nucléaire, alors que le PCF et la CGT, le PCF principal partenaire de son groupement, est lui viscéralement hostile à cette sortie, la CGT étant, on le sait, un des principaux soutiens de l'énergie nucléaire dans ce pays. Mais Jean-Luc Mélenchon ne manque pas de rappeler que la priorité, il y a peu de temps encore, souvenons-nous du Grenelle de l'environnement, la priorité paraissait être du côté des rejets de CO2. Or, ce sont les énergies fossiles qui sont les responsables essentiels de ces rejets, probables responsables du réchauffement climatique. Et pour être précis, le charbon est la source d'énergie la plus polluante au monde, suivie de près par les dérivés du pétrole, puis par le gaz. Le nucléaire, l'hydraulique et l'éolien ne rejettent pas de CO2. Dans une note publiée cette semaine par la Fondapol, Rémi Prudhomme, son auteur, montre que la production française est l'une des moins polluantes du monde. En termes de rejet de CO2 par euro de PIB, seuls la Suède et le Japon font un tout petit peu mieux que nous. L'Allemagne rejette par euro de production 60% de CO2 en plus que nous. Et la Chine, terrifiant consommateur de charbon, rejette 100 fois plus de CO2 que nous par euro de PIB. Ce pays est devenu d'ailleurs le principal pollueur du monde, ce qui est assez curieux quand on nous dit, aujourd'hui on essaie de le montrer en exemple sous prétexte qu'il y a ici ou là 2 ou 3 éoliennes. Mais il y a encore d'autres critères à prendre en compte que la pollution pour décider d'un mix énergétique dont les coûts de production et l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs ne sont pas les moindres. Alors les coûts de production, ils ont une traduction immédiate du côté du consommateur. Celui-ci paie en France son électricité 2 fois moins cher que son équivalent danois, dont le pays a fait le choix de privilégier l'éolien et le photovoltaïque. En ce qui concerne l'indépendance, évoquons seulement la menace
que l'Iran, en ce moment, fait peser sur le détroit d'Ormuz, qu'elle menace de bloquer. La France, écrit l'auteur de la note de la Fondapol, a, je le cite, un taux d'indépendance raisonnable, soit 50% de sa production supérieure à celui de l'Allemagne, qui, quoique exploitant son charbon, dépend largement des approvisionnements russes en gaz. Enfin, l'auteur de la note relève que l'énergie électrique d'origine photovoltaïque et surtout éolienne bénéficie d'une rente dont le coût est répercuté sur le consommateur par EDF. La facture va encore augmenter du côté du consommateur. Alors plutôt que d'aborder la question énergétique à partir de positions idéologiques, ne vaudrait-il pas mieux partir de constats objectifs et chiffrés ? Ça veut dire quoi les constats Noël objectifs chiffrés? Ce que je viens de vous dire, c'est le prix pour le consommateur. Les investissements en amont, c'est la pollution, la mesure de la pollution dégagée par ces différents modes de production d'électricité. Et c'est l'indépendance énergétique du pays. Allez, Noël Mamère. Alors, c'est toujours très intéressant d'abord, première chose et première victoire des écologistes, c'est le fait que la question du nucléaire et de l'énergie n'est plus privatisée par Areva, par EDF et par le lobby du nucléaire, grâce à notre travail depuis près de 35 ans maintenant sur ces sujets, et j'allais dire grâce à l'accident qui a eu lieu au moment de la signature de l'accord entre le PS et Europe Écologie Les Verts, où le lobby nucléaire s'est permis d'intervenir directement et au vu de tout le monde, auprès de François Hollande et du Parti Socialiste. On a bien vu que ce sujet était plus qu'un sujet idéologique. Et donc, aujourd'hui, il y a la possibilité de débattre dans des radios, dans des télés. Et je l'espère demain, après la victoire de la gauche, devant le peuple français, pour, au bout d'un an, après un vrai débat qui mettra l'ensemble des dossiers sur la table, c'est-à-dire toutes les alternatives possibles au nucléaire, qui, contrairement à ce que vous dites et à ce que dit la fondation Fondapol, qui n'est pas une fondation particulièrement indépendante, puisqu'elle a été créée par M. Jérôme Monod et qu'elle est une fondation qui dépend de l'UMP, la réalité... Il est normal que je oppose de l'UMP ici, parce que le débat est contradictoire à la radio. Dites les choses comme elles sont. Fondapol est une fondation qui est un think tank qui dépend d'un parti politique et qui lui-même a ses options. Que je sache, le président de la République, qui est le patron de l'UMP, n'est pas un ennemi du nucléaire. Il s'est même transformé en VRP du nucléaire. Il était allé vendre une centrale nucléaire à une des crapules qui, fort heureusement, a disparu de cette planète. Monsieur Kadhafi, on nous faisait croire que c'était pour désaliniser l'eau de mer. Donc il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Et la réalité, c'est que quand on parle de l'énergie, on ne peut pas parler, parce que poser la question de dire par quoi vous allez remplacer le nucléaire, par les éoliennes et par le photovoltaïque, c'est une mauvaise question qui apporte de mauvaises réponses. La question, c'est de savoir quel est le mode de production, le mode de vie et le mode de consommation que l'on veut aujourd'hui, non pas imposer, parce que l'écologie n'a pas une vocation totalitaire, nous ne sommes pas des écofascistes. Comment on le fait? En acceptant, en franchissant un seuil de tolérance de la société. Et donc ça pose la question de la sobriété énergétique, ça pose la question de l'efficacité énergétique, ça pose la question par exemple de la bagnole. Moi j'avais un maître, j'aime pas beaucoup ça non plus, mais quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans mes engagements, que personne ne connaît malheureusement aujourd'hui. On connaît celui qui, avec lui, était qualifié de personnaliste gascon, Jacques Ellul, parce qu'il a été traduit aux États-Unis grâce à sa rencontre avec Huxley. Alors, je précise qu'il avait un compagnon de route. 4 bouquins d'Ellul viennent de paraître à la Petite Vermillon. D'ailleurs. Dans l'illusion politique, qui est un livre remarquable. Qui est un livre formidable. Mais il y a d'autres livres formidables. En ce moment, il y a un livre formidable pour tous les journalistes et pour tous les politiques qui s'appelle Propagande. Et effectivement, son livre majeur qui s'appelle La technique ou l'enjeu du siècle, qui a été écrit dès 1953. Il avait un compagnon de route qui s'appelait Bernard Charbonneau et qui, en 1967, il a été réédité chez De Noël, a écrit un livre qui s'appelle L'homme auto. Et il nous expliquait que quand on croit construire des voitures, on construit des sociétés. Et donc le problème que l'on nous pose tous les jours de savoir s'il faut remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques est une question stupide. Le problème de la voiture dans les sociétés modernes, c'est pas de savoir si elles sont remplacées, on remplace le thermique par le solaire, c'est la question de l'usage de la voiture. Et quand on se pose la question de l'usage de la voiture, que vient-il derrière cela? La question de la mixité sociale, puisqu'on relègue des familles modestes loin des centres-villes pour habiter sur des terrains qui avaient une vocation agricole et qu'on a vendu moins cher à des lotisseurs qu'à des agriculteurs, au moment même où on se pose la question de savoir s'il ne faut pas rapprocher la production de la consommation.
Donc ça pose la question de la mixité sociale. Qu'est-ce qu'on fait dans les cœurs de ville pour pas chasser les pauvres? Parce qu'après, on devient prisonnier de ces voitures. On fait des tours alors, parce que la seule façon d'arriver à loger tout le monde dans les centres-villes aujourd'hui et d'éviter cet étalement urbain dont vous parlez, ça serait de fabriquer des tours. Parce pas du tout. Bah, écoutez, je vais vous donner l'exemple. Moi, j'habite effectivement très loin de Paris parce que j'ai pas le choix. Parce que vous n'avez pas le choix. Laissez comme d'ailleurs ça a été évoqué par le maire de Paris, la construction de tours dans Paris, et peut-être qu'à ce moment-là, d'une certaine hauteur, et peut-être qu'à ce moment-là, les gens qui habitent dans le suburbain comme moi pourront revenir. D'abord, on aurait peut-être... Vous êtes pour ? Attendez, la question... Mais moi, j'en ai assez, j'en ai un peu marre de répondre à ces questions simplistes. Et je veux dire, je suis assez atterré de voir quelle est aujourd'hui la simplification du débat politique. Mais écoutez, la noblesse du journalisme, quand je faisais ce métier, et la noblesse de la politique, c'est d'expliquer, c'est de dire que le monde n'est pas simple, qu'il n'y a pas les travailleurs contre les chômeurs, qu'il n'y a pas les travailleurs contre les feignants, qu'il n'y a pas l'islam contre la République, qu'il n'y a pas les Français de souche contre les étrangers, et que le monde est complexe, et que la vocation des journalistes comme des politiques, c'est d'expliciter le complexe. Comment voulez-vous expliciter la complexité du monde dans un reportage d'1 minute 30 dans un journal de 20 heures? Mais donc il faut le temps, il faut le temps du débat. La possibilité de je vais vous donner un exemple. Dans ma ville de Bègles, d'abord je ne suis pas membre du conseil municipal de Paris, je ne suis pas obligé de partager l'avis de tous mes amis. Simplement, je vous donne un exemple, parce qu'il y a des représentations. Dans ma ville de Bègles, il y a un tissu dans une partie de la ville qui est composé d'échoppes, les échoppes des vignerons. Toutes les enquêtes sociologiques ont montré que la densité d'habitants dans les échoppes était supérieure à celle des tours. Donc il faut aussi essayer de renverser les images préconçues. Hubert Huertas. Noël Mamère, je vais nous amener sur le terrain plus proprement politique. Vous avez dit tout à l'heure, et c'est la réalité, nous avons remporté une grande victoire politique parce que, les mots que vous avez utilisés, la question du nucléaire n'est plus privatisée. De fait, cette question, elle est maintenant, c'est une question publique. Les questions d'environnement sont des questions absolument publiques. Donc il y a une victoire politique. Et en termes de sondages et de tendance dans des sondages concordants, vous en êtes à 3%. Comment ça se fait? Vous êtes vraiment mauvais politiquement? Non, je ne suis pas sûr que ce soit peut-être... Noël Mamère. Oui, on est 8h27 les matins. Bien sûr que je suis peut-être un peu abrupt, hein. Non, pas du tout, c'est normal, c'est la règle du jeu. Les écologistes ont toujours essayé de répondre d'une manière franche à des questions qui peuvent être abruptes ou franches. Pour répondre à Brice qui vient de faire son papier, je pense que sur la question de l'énergie et du nucléaire, il faut dire que ça coûte aussi cher d'en sortir que d'y rester. Donc c'est ça le problème. Et une fois qu'on a fait ce constat, on dit... Est-ce que l'on va mettre des centrales nucléaires qui ont déjà bientôt 40 ans en soins palliatifs et laisser le soin de règlement de cette question à nos enfants, à nos petits-enfants? Ou est-ce qu'on s'engage dès maintenant, plutôt que de dépenser 6 milliards dans un EPR qui ne marchera jamais, qui était estimé à 2 milliards, est-ce qu'on n'investit pas cet argent public? Parce que ce sont vos parents, mes parents, vos grands-parents, mes grands-parents qui ont payé les centrales nucléaires, parce que c'est de l'investissement public. Est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce qu'on ne s'engage pas dans autre chose? Voilà, est-ce qu'on est mauvais ou est-ce qu'on n'est pas mauvais? C'est-à-dire que vous posez une question très intéressante. Parce que comment se fait-il donc que cette victoire, puisque c'est une forme de victoire, que ces idées aient avancé dans la société, ne se traduisent pas politiquement? Écoutez, je vais enfoncer des portes ouvertes et dire des lieux communs qui ont déjà été largement étudiés par des philosophes et des politologues. C'est la question du décalage entre le temps politique et le temps de la société. Donc chaque fois qu'il y a un mode électoral qui est compatible avec notre juste représentation, je pense à l'introduction de la proportionnelle. Regardez ce qui s'est passé aux européennes, regardez ce qui s'est passé aux régionales, les électeurs nous font confiance. Quand il s'agit d'une élection présidentielle, qui de plus, parce que la gauche a inversé le calendrier électoral et a aligné le mandat des députés sur le mandat du président, qui fait que nous sommes toujours dans un régime parlementaire selon les institutions, mais qu'on est déjà dans un régime présidentiel qui n'en a pas les contre-pouvoirs comme aux États-Unis. Sarkozy s'est très bien engouffré dans la brèche. Ben voilà, l'élection présidentielle est une élection incontournable pour nous, est une élection très, très difficile. Vous savez, la question qu'on se pose, il n'y a pas eu une erreur de casting dans le choix de vos candidats. Pourquoi avoir donné le choix entre deux candidats extérieurs à votre mouvement? Parce que Nicolas Hulot, il n'était pas dans votre mouvement, et Eva Joly, elle ne l'était pas non plus. Surtout, il a
Paris qu'il y avait un candidat idéal, enfin à part vous, Monsieur Mamère, c'était Daniel Cohn-Bendit. Ça paraît invraisemblable. Je suis comète finissante, moi. Non, mais je disais, vous êtes modeste. Il y avait Daniel Cohn-Bendit, le candidat idéal. Et Daniel Cohn-Bendit, il n'a pas choisi la nationalité française, donc il ne pouvait pas être candidat au présidentiel. Et de toute façon, il a toujours dit que cette élection, il n'en voulait pas. Il a toujours affirmé, il le dit encore, oui, mais il fallait peut-être lui faire plus qu'il faut les mieux yeux doux. un bon accord pour un groupe écologiste à l'Assemblée nationale plutôt qu'un candidat. Et alors, moi, ce qui m'amuse, c'est la question que vous me posez. Vous me dites, mais pourquoi vous êtes allé chercher des gens à l'extérieur ? On n'a pas arrêté de nous dire pendant 20 ans qu'on n'arrêtait pas de se regarder le nombril et qu'on était incapable de s'ouvrir sur le monde. Et on a fait preuve d'une grande intelligence politique aux européennes. Plutôt que d'aller chercher des petits notables des Verts ou des grands notables, comme vous voudrez, des barons ou des petits barons, nous sommes allés chercher des José Bové, des Yannick Jadot, des Sandrine Bélier, des Jean-Paul Bessé, autant d'hommes et de femmes qui venaient de la société civile, qui étaient des gens engagés et qui ont contribué au dépassement des Verts. Donc je pense que c'était très bien qu'on ait ce débat entre Nicolas Hulot et Eva Joly. Eva a été choisie très largement par Europe Écologie Les Verts. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'erreur de casting. Je crois que quel que soit le candidat, que ce soit Eva, Nicolas, ma mère ou d'autres, je pense qu'on serait confronté aux mêmes difficultés. Vous parlez de philosophe, nous en avons un au matin, c'est le philosophe des matins, le philosophe du mardi des matins. Philosophe de service du mardi. Raphaël Antoven. Est-ce que, justement, pour aller dans le sens de ce que vous dites, est-ce qu'au fond, les Verts ne sont pas en un sens vaincus par leur propre victoire, c'est-à-dire victimes de leur succès? On assiste à une diffusion des idées, une expansion des idées que vous défendez, pas toutes, mais enfin, certaines d'entre elles, et certaines essentielles, qui sont vraiment reprises de tous les côtés en politique, et qui font débat dans d'autres partis. On assiste à cette diffusion des idées, une vraie attraction pour le mode de vie que vous décrivez implicitement quand vous parlez de la sortie de l'automobile, etc., etc. Et en même temps, on a le sentiment que les promoteurs, les pères de cette vision du monde, eux, sont extraordinairement minoritaires dans le paysage politique. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en un sens victime du succès des idées que vous défendez? Ça, c'est le premier point. On a compris la question. Deuxième point, Raphaël, peut-être. Noël Mamère. Non, sinon, il n'y a pas le temps de parole. Noël Mamère, et vous posez la deuxième question ensuite. Noël Mamère. Parce que vous êtes obligé de chronométrer. Non, mais il faudrait qu'on vous entende quand même. Oui, mais je vais répondre. La question était très intéressante. Je n'avais pas l'intention de couper la parole. Je vais répondre à la première question. Je ne pense pas que politique... Bon, c'est une réalité que, par exemple, on ne peut pas faire campagne en 2012 comme je l'avais fait en 2002. Parce qu'entre les deux, il y a eu 10 ans qui sont passés et nos idées ont infusé dans la société. Je me souviens que, par exemple, j'étais le seul candidat à parler du droit à mourir dans la dignité. Le premier, et on m'avait tiré dessus à boulet rouge sur la légalisation contrôlée du cannabis qu'a proposé 10 ans plus tard Monsieur Vaillant, sur le vote des immigrés dans les élections locales, sur l'ouverture du mariage à des personnes de même sexe. Tout ça, finalement, est récupéré par ceux-là même, je crois que Monsieur Villepin me précédait. Il était Premier ministre 5 minutes après le mariage de Bègle. Il a fait une conférence de presse devant les caméras de télévision comme si la France était à feu et à sang pour me sanctionner et me suspendre de mes fonctions de maire pendant 1 mois. Il paraît qu'aujourd'hui, il est favorable au mariage. Tant mieux, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie et la politique, c'est fait pour ça. Alors, je voudrais simplement, vous dites, sortir de la voiture. On n'est pas là pour interdire. J'ai essayé d'expliquer une conception de la société. Tout ça pour dire que l'écologie, parce qu'il faudrait, je pense que les auditeurs de France Culture le savent, mais moi, chaque fois que l'occasion m'en est donnée, je le répète, les questions d'environnement, pour moi, sont liées aux questions sociales. Et donc, on ne peut pas séparer, on ne peut pas faire ça comme un charcutier devant des tranches de saucisson. L'écologie, c'est une conception globale de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, on est faible politiquement ? En France, dans une élection comme la présidentielle, peut-être pas dans les élections intermédiaires. Et regardez ce qui vient de se passer en Finlande. Celui qui concourt au 2e tour, c'est le candidat des Verts. Regardez ce qui s'est passé en Colombie. Le candidat des Verts était en lice au 2e tour. Mais pourquoi est-ce que ça n'arrivera pas en France, ça, parce que le système électoral nous condamne. Je pense que nous avons notre part de responsabilité. Je ne le nie pas. Mais tant que le système électoral sera aussi injuste, c'est-à-dire qu'il favorisera le bipartisme, je pense que nous aurons des difficultés. C'est la raison pour laquelle, dans l'accord...
a annoncé l'introduction d'une part de proportionnelle. François Hollande n'a fait qu'appliquer l'accord qui a été signé entre le PS et Europe Écologie Vous l'avez bien entendu quand même. Sur la question du cumul des mandats, sur la question de la proportionnelle et sur la question du vote des immigrés dans les élections locales, entre autres. Il y avait une deuxième question, Raphaël. Oui, très rapidement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas opposer les gens les uns avec les autres. Est-ce que vous considérez, que répondriez-vous à quelqu'un qui serait sincèrement partisan du nucléaire et sincèrement écologiste? Est-ce que ça vous semble compatible? Je pense que ce n'est pas compatible. Ça n'est pas compatible. Il est impossible d'être partisan du nucléaire et enfin de faire valoir des arguments. Non, attendez, il y a pas ce que je veux dire. D'abord, moi, je ne suis pas gestionnaire des âmes et des consciences. Donc, on peut très sincèrement être pour le nucléaire et se sentir très sincèrement écologiste. Voilà. Sauf que, contrairement à ce qui était dit dans le papier tout à l'heure, je n'ai pas de reproche à faire à qui que ce soit. Mais simplement, quand on dit le nucléaire, ça assure notre indépendance. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on va chercher de l'uranium. On va chercher l'uranium, il n'y en a pas en France. Donc où va-t-on le chercher? Notamment au Niger. Ce qui a conduit la France à soutenir M. Tandja, le président du Niger, qui voulait modifier la Constitution pour rester président à vie et qui nous a conduit à soutenir le régime contre les Touaregs du Nord. Deuxièmement, le nucléaire, c'est un process industriel qui n'est pas souple, qui n'a aucune souplesse. Donc il faut qu'il produise toujours la même chose. Ce qui explique que dans les pics de consommation, en hiver, nous sommes obligés d'acheter de l'électricité à qui? À l'Allemagne, qui est le premier exportateur d'électricité en Europe en 2011. Voilà. C'est pas de l'indépendance. Alors ça, c'est pas vrai. J'ai des chiffres. Nous exportons davantage à l'Allemagne que nous importons. Il faut dire les choses comme elles sont. Chacun regarde. D'électricité. On va faire comme dans l'IB. J'ai des chiffres. Mais moi aussi, j'ai des chiffres. Les chiffres, vous avez entendu les chiffres de M. Guéant? Nous exportons davantage d'électricité que l'Allemagne de l'EDF. Quand, par exemple, l'EDF dit qu'on paie le kilowatt le moins cher d'Europe, c'est la vérité. C'est un mensonge. Parce que vous n'avez pas internalisé le coût de ce que entraîne le démantèlement que personne n'a jamais voulu chiffrer tellement il est élevé, et vous n'intégrez pas le coût du traitement des déchets nucléaires. Je vous rappelle juste qu'il y a quelques années, la mode était au biocarburant. Là encore, l'État a subventionné une technologie qui passait pour naturelle et respectueuse de l'environnement. Et puis on s'est aperçu que ces essences à base de betterave ou de canne à sucre étaient très polluantes et nuisaient à la production alimentaire. Je me demande ce qu'on dira de l'éolien dans 10 ans. Mais écoutez, moi je n'ai jamais défendu... Non, attendez, je n'ai jamais défendu les biocarburants, et déjà vous êtes propagandé quand vous parlez de biocarburants, parce que nous parlions d'agrocarburants. Et les agrocarburants, ça fait quoi? Vous étiez pas pour à l'époque? Mais bien sûr que non, j'ai jamais été pour les biocarburants. Je suis pour les biocarburants. Ah oui, mais les biocarburants, ça se fait pas à partir de la betterave. Maintenant, vous êtes toujours pour? Non, mais les biocarburants, ça se fait à partir de la betterave. Oui, je suis pour un certain nombre de biocarburants qui ne prennent pas sur les terres agricoles. Mais quand vous nous parlez de biocarburants, vous dites une contre-vérité. Il s'agit d'agrocarburants, ceux qui sont soutenus, par exemple, par une société qui s'appelle Sophie Protéol, qui est dirigée par le président de la FNSEA. Marie Darrieussecq. Sans sous-estimer votre long travail pédagogique depuis toutes ces années en matière d'écologie, est-ce que c'est pas Fukushima qui a été le grand choc qui a ouvert quand même le débat en France sur le nucléaire? Oui et non, puisqu'il y a eu Tchernobyl avant Fukushima. Tchernobyl, on aurait pu imaginer que ça crée un choc. Ça ne l'a pas fait parce que c'était dans une URSS déclinante et ça a précipité la chute du totalitarisme. Oui. J'ai eu 10 ans de procédure avec M. Pellerin pour gagner finalement devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque j'avais remis en cause cette contre-vérité manifeste qui a même été déclarée par l'OMS. En revanche, Fukushima, je pense comme vous que ça produit un choc dans l'inconscient collectif beaucoup plus grand que Tchernobyl, pour une raison très simple, c'est que ça s'est passé au Japon, qui pourtant est beaucoup plus loin géographiquement que Tchernobyl, que l'Ukraine, avec des dangers qui sont pourtant beaucoup plus immédiats avec l'Ukraine, parce que le Japon s'est considéré comme un pays riche et extrêmement sûr. C'était la 3e économie du monde, et là, ça a fait peur à tout le monde. Ouais. Donc je pense que ce qui s'est passé à Fukushima, c'est un petit peu la métaphore de notre puissance et de notre vulnérabilité. Et il y a un polytechnicien qui s'appelle Alain Gras, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle « La fragilité de la puissance ». Et je pense que ça, c'est un vrai tournant. Donc ça, d'une certaine manière, ça nous a aidés. Mais moi, je ne fais pas partie de cette famille d'écologistes qui misent sur les catastrophes pour faire avancer nos idées. Ni sur la peur? Non, ni sur la peur, ni sur la catastrophe, ni sur la peur. Je pense que l'écologie, c'est l'écologie de la libération, c'est l'écologie de l'épanouissement, c'est l'écologie de la tolérance, c'est l'écologie du partage. Et donc les idées et le modèle de société que nous défendons, c'est pas un modèle de société de peur, c'est un modèle de société qui est très
très ouvert et très tolérant. Hubert Huertas. Quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, qui est un partenaire potentiel d'une éventuelle majorité de gauche, il explique que Hollande devra choisir entre le Front de gauche et François Bayrou. Et quand on écoute Eva Joly, on a l'impression qu'elle aime bien François Bayrou. Alors, quelles alliances souhaite Europe Écologie ? Europe Écologie a dit avec qui il voulait gouverner. Eva Joly a même gagné la primaire sur Nicolas Hulot parce qu'elle était beaucoup plus ferme et beaucoup plus claire sur ses engagements au soir du premier tour. Donc je le dis et je le répète ici, quelles que soient les différences que nous avons avec le Parti socialiste, nous ne sommes pas dans une caserne, nous n'avons pas vocation à être caporalisés. Une union, ce n'est pas un mariage. Donc nous allons construire un contrat de majorité avec le Parti socialiste. Et pour nous, ce que nous voulons, c'est l'alternative au sarkozysme et non pas l'alternance dans l'alternance. Et ce que nous ferons le soir du premier tour, c'est d'appeler à voter pour le candidat socialiste. Mais vous pensez que François Bayrou, éventuellement, est fréquentable ou non ? Et François Bayrou, c'est à lui de se décider. Donc le problème de savoir si François Bayrou est fréquentable ou non n'est pas une question. La question, c'est de savoir si François Bayrou va sortir de l'ambiguïté et du flou. Donc, il en sortira après le premier tour, a-t-il dit. S'il se déclare d'accord avec notre projet, bienvenue au club. Mais ce n'est pas à nous de vous dire si nous souhaitons faire une majorité avec François Bayrou ou pas. C'est à lui de le dire. Mais pour l'instant, Daniel Cohn-Bendit préfère quand même lui François Hollande dès le premier tour. Hein. Oui, mais ça c'est ce que dit Dany. Mais Dany, pour l'instant, Eva Joly fait les mauvais choix politiques, a estimé Daniel Cohn-Bendit. Et il a ajouté qu'elle va y marquer la différence entre les écologistes et le PS. C'est normal, mais il faut faire la différence entre concurrents et adversaires. Bon, nous n'avons jamais considéré que le Parti socialiste était un adversaire, puisque nous sommes appelés, et déjà dans les régions et dans de nombreuses villes, nous dirigeons les exécutifs avec lui. Le seul adversaire que nous avons dans le champ politique français, c'est le Front National. Donc Dany, c'est un homme libre, personne ne l'empêchera de parler, même quand ça nous affaiblit, il faut accepter. Voilà, c'est comme ça. 8h41, c'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour, avec une interview non plus de Dany mais de Gabi, publiée il y a quelques jours sur le site Atlantico. Gabriel, donc Cohn-Bendit, qui explique que le scrutin présidentiel en France est évidemment très particulier. Pour qu'un candidat soit élu, il doit être dans les deux premiers. Or, on connaît aujourd'hui les trois candidats vraisemblablement en tête en avril, Sarkozy, Hollande et Le Pen. Et si on ne veut pas se retrouver avec Marine Le Pen au second tour, alors il faut voter dès le premier tour pour l'un des deux autres candidats susceptibles de l'emporter. Les électeurs comme moi, dit-il, qui ont voté Noël Mamère en 2002, se sont retrouvés avec Jacques Chirac. Cette fois-ci, ils ont déjà tranché. Ils ne veulent pas se retrouver dans cette situation. Dès lors, comme nous ne sommes pas à égalité avec le PS, et quel qu'aurait pu être d'ailleurs le candidat écologique, Nicolas Hulot ou Daniel Cohn-Bendit, il n'aurait pu faire plus. Alors ça n'a rien à voir avec Eva Joly, malgré tout ce qu'on peut dire sur ses compétences, c'est secondaire par rapport au fait que les électeurs écologistes ne veulent pas se retrouver dans un nouveau 21 avril. Les Verts, quels qu'ils soient, n'ont jamais été très glorieux au présidentiel. Le meilleur score était Noël Mamère, avec un score avoisinant les 5%. En revanche, les élections européennes, régionales, sont bien plus utiles pour l'écologie politique. Et de conclure, le vrai combat est donc parlementaire. C'est la forme de démocratie que je trouve la plus adéquate. En tout cas, ce n'est pas en étant candidat qu'on apparaîtra plus visiblement au scrutin présidentiel. Et je rappelle que votre score Noël Mamère, c'était 5,25% des suffrages. Merci. Noël Mamère. Alors après Dany, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, Gabi. Il parle opportunément, si je puis dire, avec son frère. On a l'impression d'un clone. Écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec ce que dit Gabi. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il était un membre actif de Génération Écologique quand nous l'avions créé avec Brice Lalonde. Gabi a toujours été sur cette ligne-là. Je pense qu'il a tort de dire... Alors moi, je fais très attention parce que je me souviens très bien de mon dernier meeting des présidentielles en 2002 au Cirque d'hiver, où c'était le jeudi, avant le premier tour de l'élection, avant le 21 avril, et je n'avais pas arrêté de clamer « Ne vous laissez pas piéger par la stratégie du vote utile, il n'y a pas de risque ». Je pense que cette fois, quand on regarde les enquêtes d'opinion et les intentions de vote, la menace, elle est plus pour Nicolas Sarkozy que pour François Hollande, la menace Le Pen. Je ne vais pas m'en féliciter pour autant. Quand Gabi dit on a voté pour Noël et on s'est retrouvé avec Chirac, vous vouliez que j'appelle à voter Jean-Marie Le Pen le soir du premier tour, du 21 avril? Il fallait que j'appelle à l'abstention? Il fallait bloquer à tout prix le score de Le Pen, et je fais même partie de ceux qui ont été les tout premiers à appeler Chirac, même si je regrette ce qu'il a fait de notre vote, et à appeler à descendre
à la Bastille. Et c'était un moment d'ailleurs très paradoxal parce que c'était un échec politique considérable, enfin un choc très fort, et en même temps ces jeunes qui montraient une espérance formidable. Donc je n'ai pas envie de revivre ça, c'est clair. Et je pense que les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies. En même temps, la montée de Madame Le Pen est inquiétante. Elle est d'autant plus inquiétante qu'elle a construit sa légitimité non pas dans le sud Réac, ancien OAS et compagnie, mais dans une région qui a toujours voté socialiste et communiste, dans une région qui était de gauche traditionnelle, une région industrielle. Et moi, ce que je peux vous dire, je ne suis pas devin, je ne suis pas Madame Irma, mais ce que je sens, d'abord ce que je sais, c'est que Madame Le Pen, elle n'est pas comme son père, même si c'est une dynastie. Elle a une grande différence avec son père. Son père ne voulait absolument pas du pouvoir et elle veut l'exercer. Elle sait qu'elle ne l'exercera pas seule. Elle a fini par le dire, oui. Donc si Sarkozy perd l'élection présidentielle, vous allez voir que ce qu'on appelle la droite populaire ne se résume pas à 60 députés, qu'à force de braconner sur les terres de l'extrême droite, comme le fait M. Guéant, encore avec cette histoire de ce groupe islamiste qui, paraît-il, menacerait l'équilibre de la France à force d'utiliser les mêmes mots avec des députés. J'ai une collègue députée qui a parlé de la préférence nationale dans une région proche de chez Marie Darrieussecq. Avec à côté de Montauban, tout simplement. C'est à Montauban exactement. C'est pas le Pays Basque, Montauban. Oui, enfin c'est pas loin, c'est notre région, c'est le Sud-Ouest. On est occitan. Et la question est celle-ci, c'est que si Sarkozy perd, ça veut dire que vous vous retrouverez dans quelques mois peut-être ou dans quelques années avec une situation tout à fait ressemblante à celle de l'Italie, l'alliance entre la droite conservatrice et l'extrême droite.